Bonjour, merci pour cette belle invitation. C'est plaisant de vous voir en vrai. Je suis un peu le remplaçant de Stéphanie Chouinard, mais j'aurai moins de substance en matière de droit linguistique que Stéphanie. Je vais plutôt vous parler de mécanique, puisque c'est un peu plus mon domaine. Donc, je vais essayer ici rapidement de discuter de l'aspect du projet de loi 96 qu'on pourrait appeler l'aspect constitutionnel, donc l'aspect par lequel le Québec, unilatéralement, sans l'accord du reste du Canada, même si cet accord a été manifesté par d'autres voies par la suite, mais le geste formel n'implique pas là, une adoption par les autres provinces ou les autres partenaires de la Fédération, vient jouer dans le texte de 1867. C'est d'ailleurs un peu rare et étonnant de voir les gens sur la présente photo être en accord sur une idée aussi controversée. Consensus préélectoral et politique, certes, mais je voudrais ici insister sur le fait que c'est aussi un consensus administratif. Lorsque le ministre fédéral de la Justice dit que c'est une façon de faire qui tient la route, il le dit avec l'approbation, peut-être pas unanime, mais l'approbation de son administration, de ses avocats qui travaillent à Justice Canada. Donc, c'est quand même pas rien. Et ce consensus Québec-Canada sur la manière de procéder n'a peut-être d'égal que le désarroi et la surprise corrélative que ça suscite chez plusieurs collègues. Une surprise et un désarroi qui ne me surprend pas. Parce que moi, ça m'a pris presque 10 ans me convertir à cette idée. La première fois que Maître Hubert Cochon m'en a parlé dans le cadre de ses travaux, ses enseignements au sein de notre faculté et de son travail au secrétariat aux affaires intergouvernementales, j'ai évidemment sauté au plafond et j'ai dit jamais, c'est une grosse connerie. Et tranquillement, petit à petit, je me suis rallié à l'idée parce que j'ai progressivement, disons, accepté la profonde spécificité de la Constitution canadienne. Donc, ce qui est peut-être vrai ici pour le Canada a probablement aucune chance de se reproduire ailleurs dans le monde. Ça part de toute une série d'ambiguïtés. Quand on dit « le Canada a une constitution », phrase plutôt simple, de quel Canada on parle? De l'entité fédérale? De la fédération au complet? D'une fédération qui comprend 11 entités. Cette entité qu'on a de la misère à identifier, le Canada a une constitution. Ben, le mot constitution, est-ce qu'on veut dire constitution au sens britannique du terme, au sens matériel, comme on le fait dans le préambule de 1867, ou on veut dire constitution au sens formel, hiérarchiquement supérieur, comme on le fait à l'article 52 de 1982. Bref, c'est plein d'ambiguïtés, ce constitutionnalisme à la canadienne. Et je pense qu'il est important de faire dès le départ 3 constats. D'abord, une constitution dispersée, des normes entremêlées et une profonde ambiguïté terminologique et conceptuelle. Plusieurs constitutions entremêlées, emboîtées les unes dans les autres. D'abord, quant à la manière de modifier les normes. Une constitution qui comprend plusieurs constitutions, c'est-à-dire que il n'y a pas un objet qui s'appellerait comme Constitution de l'Oregon qui serait distinct, un satellite autonome d'une constitution fédérale ou de la fédération. Il y a des normes dispersées et entremêlées. Et donc, cette constitution de la Fédération canadienne est le cumul de plusieurs objets, d'au moins 11 entités. Je les ai illustrées ici comme mes petites boules de billard. Donc, l'entité Québec est un élément de cette constitution de la Fédération, mais ces normes sont dispersées à droite à gauche, tout comme les normes de la Fédération elle-même sont aussi dispersées dans plusieurs instruments. Pardon. La RCEFPO nous le dit, c'est à propos de la Constitution de l'Ontario, on nous dit que la Constitution de l'Ontario ne se trouve pas dans un document unique. La Cour suprême dit la même chose de la Constitution de l'ensemble de la Fédération en 1981 dans un célèbre renvoi. Donc, ce qui est vrai pour la Fédération complète est vrai aussi pour l'entité Ontario.
Elle se trouve dans une variété de dispositions. Certaines ont été dictées par le Parlement de Westminster, d'autres par les autorités locales. Parfois, le tout a un sens supralégislatif. Parfois, ce ne sont que des lois ordinaires. Des constitutions entremêlées, un exemple parmi d'autres, l'arrêt Blakey, qui porte sur la loi 101 originale versus l'article 133 de 1867. Mais dans cette affaire, on dit très bien que les morceaux, l'article 133 comme norme est indivisiblement lié à la fois à la Constitution du Canada. On ne sait pas trop de quel Canada on nous parle. Est-ce qu'on nous parle du petit Canada, entité fédérale, ou on nous parle de la fédération au complet? Moi, je pense qu'on parle des deux, au fond. 133 a un volet entité fédérale, il a un volet québécois, puis en même temps, il fait partie du tout que forme la fédération. Donc, des normes dispersées et des normes entremêlées. Évidemment, à cela s'ajoute, pardon, mon visuel est comme la Constitution canadienne, il est dispersé. Il est dispersé d'un onglet à l'autre, mais s'ajoute à cela, au fond, une confusion conceptuelle qui est assez unique à l'expérience canadienne, où on a une constitution au sens britannique du terme, c'est-à-dire une définition de la Constitution qui est indifférente à la hiérarchie des normes, qui ne s'intéresse qu'au contenu des normes et qui constitue en quelque sorte la toile de fond de notre constitutionnalisme, et un sous-ensemble, une constitution formelle, au sens où on l'entend aux États-Unis ou dans l'Europe continentale, où là, la Constitution ne comprend qu'un sous-ensemble de normes hiérarchiquement supérieures. Et ça vient avec une ambiguïté. Pendant des années, c'est du moins ce que j'enseignais, c'est que les normes hiérarchiquement supérieures, c'est les normes difficiles à modifier, les normes rigides. Difficiles à modifier, ça veut dire quoi? Ben, il fallait demander au Parlement britannique, puis après 82, ben, il faut que le fédéral et un certain nombre de provinces se mettent d'accord, et des normes souples. Le problème, c'est que dès 1867, et c'est normal, le pouvoir constituant de l'époque est indifférent à cette catégorie constitution formelle. Il ne pense pas à travers cette catégorie-là, mais il édicte comme loi suprême pour le Canada une loi constitutionnelle qui comprend du rigide et du souple. Vous avez dans la Constitution de 1867 un certain nombre de dispositions qui sont compliquées à modifier parce qu'elles demandent l'intervention du Parlement de Westminster. Et vous avez aussi un paquet de sujets pour lesquels les Britanniques ne veulent pas se faire déranger par la colonie. Donc, arrangez-vous. Vous voulez créer une cour générale d'appel, une cour suprême, faites-le vous-même par une simple loi. Vous voulez abolir le Sénat provincial, faites-le vous-même par une simple loi. Et donc, un ensemble de sujets pour lesquels il n'y a pas cette hiérarchisation, cette rigidité qui accompagne d'autres dispositions. Et donc, on se retrouve dans une situation où la Constitution du Québec, elle est non seulement emboîtée dans la Constitution de la Fédération, du moins en partie, elle est tout aussi dispersée dans ses sources que la Constitution de la Fédération, mais avantage tactique, si je peux dire, parce que 1867 opère la sécession du Canada uni, le Canada uni qui était la fusion forcée du Haut et du Bas-Canada au lendemain de la rébellion des Patriotes, ben, 1867 est obligé, contient, beaucoup plus que pour le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, un ensemble de dispositions pour, en quelque sorte, constituer, créer de nouvelles assemblées législatives, un nouveau pouvoir exécutif ontarien et québécois. Et donc, on a une constitution québécoise, et même chose pour l'Ontario, et même chose aussi pour les autres provinces. C'est juste qu'elle n'est pas toujours dans 1867. Le Manitoba aura ses propres textes, même chose pour l'Alberta. On a au fond plusieurs types de normes. On a des aspects de la constitution formelle qui sont difficiles à modifier, qui sont modifiables seulement avec les articles 38 à 43. Et on a après des lois ordinaires, si je peux dire,
des lois quasi constitutionnelles et bientôt peut-être avec le projet de loi 96, des lois adoptées selon une procédure ordinaire, mais qui mentionne expressément l'intention de modifier la Constitution. Alors ici, je passe vite. Partage des compétences fait partie de la Constitution de l'entité provinciale. Ça dit ce qu'on a le droit de faire, le bilinguisme de 133, la charge de reine, etc., etc. Bon, je saute un peu là-dessus parce que ça va être trop long. Les lois matériellement constitutionnelles, mais qui sont des lois ordinaires, parce que c'est ça la volonté du législateur. Vous avez quelques exemples. Disons que la loi électorale est évidemment le meilleur exemple. Mais on a à l'intérieur de ce que fait l'article 44 et 45 une hiérarchisation qui est admise de tous. Ce sont ces lois quasi constitutionnelles. Je pense à la Charte des droits et libertés, du moins sa partie 1 à 38, la loi sur la laïcité. Guillaume mentionnait tout à l'heure que la loi 101 va maintenant contenir une disposition de ce type. Donc, des lois à qui on reconnaît à ces lois une forme un caractère prépondérant, donc un statut quasi constitutionnel, au-dessus des lois, mais modifiable quand même unilatéralement par le Parlement sur mention expresse. Donc, des lois au-dessus des lois, mais quand même en dessous de certaines exigences de la Constitution formelle, ne serait-ce que la Charte canadienne des droits et libertés. Et là arrive l'objet controversé qui est le nôtre. C'est une utilisation de l'article 44 ou 45, selon qui on a affaire, pour modifier certains aspects de la Constitution formelle. Au fond, ces dispositions de 1867 qu'on a le droit de modifier sans recourir à une procédure complexe. Il faut comprendre que tout ça part du principe qu'il y a une forme d'enchâssement, pour utiliser que ces dispositions-là sont enchâssées dans la définition de la Constitution formelle que la Constitution fournit elle-même. L'article 52 de 1982 et son annexe nous dit clairement que c'est l'ensemble de 1867 qui est supralégislatif. Pendant des années, quand j'étais résistant à cette idée, je disais c'est une anomalie, c'est incohérent, ça ne fonctionne pas, c'est l'exception qui doit confirmer la règle, mais n'empêche qu'on a un Parlement impérial qui, en 1982, définit avec une annexe précise les normes qui font partie de la Constitution supralégislative. On a aussi de la jurisprudence pour répondre à une question assez difficile, du moins à mon avis, c'est comment on fait pour distinguer le Parlement fédéral ou le Parlement du Québec dans sa fonction pouvoir constituant du Parlement qui agit dans sa fonction législateur ordinaire. Autrement dit, si on admet l'idée un peu transgressive, ou en tout cas assez unique au constitutionnalisme canadien, que par moment, un Parlement, en vertu de la compétence prévue par la Constitution de 44 ou 45, porte soudainement un chapeau de pouvoir constituant. Il faudrait au moins être capable de savoir quel jour il met ses habits, quel jour il agit ainsi. Et il y avait cette décision qui m'agaçait depuis des années, que je trouvais totalement incohérente, mais un jour, j'ai accepté l'idée que notre ordre constitutionnel était mal fait, ou qu'il n'était pas si cohérent que ça. Sous la plume du juge Major, on dit, en vertu de l'article 45, excusez l'expression coloniale, une législature provinciale, on traduira ça par un parlement, évidemment, a une compétence exclusive pour modifier la constitution de sa province. Et on peut dire, la constitution ici ne doit pas vouloir dire constitution formelle. Problème, la phrase qui suit nous dit, ce pouvoir doit être lu en corrélation avec le paragraphe 52.1. Alors, il faut aller lire 52.1 pour voir que s'il y a un endroit où le sens du mot constitution est clair, c'est bien 52.1, où on nous dit 52.1, c'est la constitution au sens de loi suprême du Canada. Donc, le juge Major nous dit ici, quand on joue dans 45, là, ce dans quoi on joue, ça doit être lu en corrélation avec 52.1. Et il répond ensuite à la question que je me pose, mais comment on fait pour savoir que le Parlement s'est levé ce matin en disant je joue dans le film 52.1, je suis un pouvoir constituant?
Le juge Major dit au nom de la majorité de la Cour suprême, c'est assez simple, dans la tradition britannique, on y va par mention expresse. Il suffit de le dire expressément. Donc, ça met en place une logique. On a une constitution qui contient une définition. Il y en avait une avec le statut de Westminster à l'article 7. Le rapatriement et la Constitution de 82 a perfectionné cette définition-là. La jurisprudence a dit que cette définition-là n'était pas complète. Je vais y venir, évidemment. Mais quand le Parlement québécois ou un autre Parlement veut jouer dans ce film de la modification constitutionnelle sur l'article 45, il doit le faire par mention expresse. Pardon. C'est un pouvoir qui a des racines historiques profondes, ce qui aide à comprendre que l'anomalie aux yeux de plusieurs, j'étais de ceux qui croyaient que c'était une anomalie, elle n'est pas née avec le projet de loi 96. Donc, dès 1867, probablement au nom de l'idée, d'abord, les Britanniques ne pensent pas avec ces catégories formelles, matérielles, ils ont une conception de la Constitution qui est la leur, et dès 1867, dans une série de dispositions, ils vont introduire l'idée que certaines dispositions de cette loi est modifiable par procédure unilatérale. 1971, on va agir de la même façon pour confirmer un pouvoir considérable, celui de créer unilatéralement d'autres partenaires de la Fédération. Donc, 49, on va procéder au mini-rapatriement pour que le fédéral élargisse sa capacité d'agir unilatéralement. Et en 1982, on ne va pas juste oublier ce petit problème, cette petite anomalie. On va prendre le temps d'abroger les anciens articles, les déplacer, les réécrire, les intégrer dans le titre sur la modification constitutionnelle pour bien marquer leur lien avec le reste des autres procédures de modification. C'est un geste qui a été pensé, voulu. On aurait pu juste rien faire. Non, on a pris le temps de déplacer les vieux articles 92.1 et 91.1 pour les transformer en ces articles 45 et 44. Donc, j'essaie d'accélérer, je m'en excuse. Donc, tout ça existe, mais il y a l'obstacle qui m'a obsédé pendant plusieurs années, c'est que tout ça, ce n'est pas logique, ce n'est pas cohérent. Ce n'est pas cohérent avec ce que j'appellerais ici l'approche procédurale. C'est-à-dire l'approche procédurale qui, sur le plan de la théorie du droit, en tout cas, me semble d'une logique implacable, c'est qu'il devrait y avoir un parallélisme entre une forme de hiérarchie des pouvoirs, des organes, des procédures et la hiérarchie des normes elles-mêmes. Et quand on accepte cette approche procédurale, on dit est supralégislatif les normes qui sont difficiles à modifier et le reste, ce sont des normes souples et donc elles ont un rang inférieur dans la hiérarchie des normes. C'est cette approche, cette cohérence qui, à mon avis, explique pourquoi la proposition du projet de loi 96 suscite autant de désarroi chez plusieurs collègues. Le problème, c'est que peut-être que cette approche théorique n'a pas d'écho au Canada dans la mesure où le Canada est attaché, vous avez ici l'article 52, à cette définition, à cette mention expresse que la Constitution comprend les textes suivants. Et j'insiste, elle ne comprend pas seulement que le texte de 1867 puis sa modification, on verra. Non, elle comprend aussi les modifications de ces textes législatifs et de décrets, parce qu'évidemment, on n'a pas juste des lois, on a aussi des décrets qui organisent notre ordre constitutionnel. L'anomalie, elle est profonde et elle est répandue. Tout ça renvoie évidemment à une annexe, et on voit quand on arrive à l'annexe qu'on n'a pas dit c'est seulement certaines dispositions de 1867, on a dit c'est la totalité de 1867 qui est enchâssée, et s'il a fallu faire des modifications, on les a fait via l'annexe. Comme on a fait pour le statut de Westminster, on a dit Westminster 1931 fait partie de notre constitution formelle à l'exception des articles suivants. Donc, il y a un ménage qui a été fait et on voit qu'à travers ça, il y a une approche qui consiste à définir. Ici, c'est la définition que vous trouviez auparavant dans le statut de Westminster avec l'article 7. Je passe rapidement.
Donc, pour les partisans de l'approche procédurale, dont je pense notre ami Maxime Saint-Hilaire est probablement un des défenseurs et des promoteurs les plus cohérents, il y a un problème, et Maxime a le mérite de le reconnaître. C'est que, évidemment, l'approche que je qualifie de procédurale, c'est-à-dire que le rang des normes épouse la manière de les modifier, se heurte à l'obstacle de la définition par mention expresse de l'article 52. Donc, face à cela, plusieurs se ferment les yeux en disant « je ne l'ai pas vu la définition », mais Maxime a au moins le mérite, avec ses co-auteurs dans ce papier, qui est en quelque sorte un exploit, parce que Maxime, c'est peut-être le seul qui est capable de répliquer à une thèse que tu élabores avant que tu aies eu le temps de la publier, ce qu'il a un peu fait dans cet article, chapeau. Et donc, dans ce papier, ils ont au moins le mérite de convenir que 52 est mal fait et de dire que la définition de l'article 52 est profondément erronée. Et à l'appui de ça, ils vont citer la jurisprudence plus récente, New Brunswick Broadcasting, renvoi sur la sécession, les renvois de 2014, qui nous disent tous la même chose. 52 n'est pas complet, n'est pas exhaustif. Donc, ce qui est dans 52 fait partie de la Constitution suprême, mais à ça, il faut ajouter autre chose. Et là, autre chose, c'est certains contenus protégés par des procédures de modification. Mais là où ils vont très loin, peut-être qu'un jour les tribunaux leur donneront raison, c'est que pour acheter l'approche procédurale, et c'est peut-être le projet de loi 96 qui va forcer ce débat, mais il faut accepter de soustraire des éléments expressément mentionnés. Et ça, jamais la jurisprudence est allée dans cette direction, même qu'au contraire, on a des indications en sens inverse. Alors, à terme, puis j'essaie de conclure là-dessus, tout ça, c'est bien beau, une mécanique sur la hiérarchie des normes, la manière de modifier, mais est-ce que tout ça va avoir une portée juridique? Est-ce que ça va donner quelque chose? Bien, ici, j'ai une réponse un peu en deux temps. Moi, je pense que sur la question du rang des amendements proposés dans le projet de loi 96, j'ose prétendre que ça va faire partie de la Constitution au sens de l'article 52, mais qu'à l'inverse, sur le plan du sens, ben là, peut-être que les attentes de plusieurs vont rencontrer l'épreuve du réel. Alors, sur la question du rang, et je vais rapidement, il y a déjà des indications jurisprudentielles importantes. Bon, dans Dagenet, on nous dit qu'il n'y a pas de hiérarchie à l'intérieur de la Constitution formelle, mais surtout, New Brunswick Broadcasting, on nous dit dans cet arrêt qu'il existe, oui, la définition de 52 n'est pas exhaustive, il existe des éléments qu'il faut ajouter, et dans les éléments qu'il faut ajouter, la Cour suprême identifie des normes provinciales, c'est-à-dire les privilèges, une espèce d'autonomie organisationnelle des assemblées qu'on appelle dans le jargon les privilèges et immunités parlementaires. Et là, la Cour suprême nous dit, ça, c'est non écrit, c'est modifiable unilatéralement par les provinces et c'est malgré tout à l'égal de la Charte canadienne. Évidemment, pendant des années, j'enseignais ça en disant aux étudiants, j'espère qu'ils ne me poseront pas la question pourquoi c'est facile à modifier, mais malgré tout hiérarchiquement supérieur. Mais à un moment donné, les exemples s'accumulent et on se dit, ben, pas le choix. Dans le renvoi de 2014 sur la loi sur la Cour suprême, l'affaire entourant la nomination du juge Marc Nadon, on se pose la question, à partir de quel moment certains aspects de la loi sur la Cour suprême sont devenus supralégislatifs? La Cour suprême a acheté une théorie débile, proposée par le procureur général de l'Ontario, mais depuis, elle fait mon affaire, puisqu'elle confirme que la Constitution canadienne est faite de manière assez particulière. Et dans cette affaire-là, la Cour suprême nous dit, bien avant 1982, à une époque où la Cour suprême n'était pas protégée par les procédures spéciales que 82 va mettre en place, le statut de la Cour avait malgré tout un statut faisant partie de la Constitution formelle, du moins en partie. C'est un tout petit obitaire. Un obitaire, c'est pas si central que ça, mais ça, conjugué à New Brunswick Broadcasting, on voit quand même un certain nombre d'indications que ce constitutionnalisme à la canadienne qui rejette la cohérence entre procédure et rang dans la hiérarchie des normes pour plutôt épouser une lecture un peu multifactorielle. Il y a une définition, elle n'est pas parfaite, puis après on complète avec les critères qu'on a depuis 2014. Mais peut-être qu'elle est là, la cohérence de l'expérience canadienne. À ça s'ajoute, et je conclus, évidemment,
peut-être que cela a le rang de norme suprême, mais à partir de là, est-ce que ça va devenir un bar ouvert où toutes les provinces vont unilatéralement ajouter des choses dans la Constitution? Oui et non. Parce que sur le plan du contenu, bien, tout ça est assez limité, puisque de toute manière, l'article 45 a un domaine d'application qui est assez restreint. Et on le voit dans le débat sur le projet de loi 96, bien, la question se pose, plusieurs avancent cet argument, de dire, bien, parce qu'il y a l'article 43, qui est une procédure concurrente, là, on voit ici à l'écran, on dit, quand ça concerne l'usage du français ou de l'anglais dans une province, dans ce cas-là, il faudrait utiliser la procédure de l'article 43. Et donc, on voit qu'ici, on a 2 amendements proposés par Québec, un sur la nation, celui-là, je pense que ça devrait aller, celui sur le fait que le français est la seule langue officielle du Québec, se heurte en partie à l'argument, qui sera sûrement avancé devant les tribunaux, de l'article 43. Article 43 qui a déjà été utilisé à plusieurs reprises, mais notamment pour l'amendement constitutionnel du Nouveau-Brunswick de 1993 que vous avez ici à l'écran. Donc, cet argument-là, il est important. Il ne faut pas le sous-estimer parce que, effectivement, ce qu'une province ou l'entité fédérale peut faire unilatéralement, ce n'est pas contredire d'autres mécanismes, d'autres dispositions constitutionnelles encadrées par d'autres procédures. C'est comme si on a une forme de partage des compétences qui ne permet pas d'adopter des dispositions incompatibles ou qui heurteraient le sens d'une autre disposition protégée par une autre procédure. Alors, moi, je pense que dans le cas qui nous occupe, une interprétation conciliante est évidemment possible, puisque 133 ni aucune autre disposition de la Constitution canadienne dit qu'il y a 2 langues officielles au Québec ou dit qu'il y en a une seule. Donc, on est sur un autre registre. On avait auparavant la loi 101 qui disait la même chose. Elle a été contestée à multiples reprises devant les tribunaux et on n'a jamais soulevé que ça posait de problème. Et à la fin, je pense que l'interprétation conciliante va ici faire son travail. Chose certaine, moi, je m'oppose vigoureusement à ceux qui tentent de prétendre que dès que ça parle de langue, c'est 43. Puisque déjà, il est question de langue à l'article 41, qui est l'unanimité, et qu'on sait que, ne serait-ce que depuis l'arrêt Jones, depuis la loi sur les langues officielles, depuis la loi 101, que le législateur ordinaire aussi a une compétence en matière linguistique. Donc, oui, 43 a un domaine, mais je pense que dans le cas qui nous occupe, il y a moyen de composer avec ça. Je m'excuse d'avoir été un peu trop long et je saute là, les dernières images de mon visuel un peu dispersé à l'image, évidemment, d'une constitution entremêlée, dispersée et conceptuellement dans l'ambiguïté entre cette définition, cette approche britannique et la direction lente, mais jamais totalement assumée que le Canada a pris ensuite vers un constitutionnalisme plus formel et plus procédural. Merci.